L'Europe doit-elle assurer sa propre sécurité? Peut-elle vraiment être moins dépendante du parapluie américain alors que Donald Trump demande aux pays de l'OTAN de mettre plus d'argent dans le budget commun? Ces questions sont au cœur d'un sommet sur la défense européenne. Ça se passe à Bruxelles entre les 27, l'OTAN et la Grande-Bretagne. Décryptage avec notre invité Federico Santopinto. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de la capitale belge. Vous êtes directeur de recherche en charge du programme Europe à l'IRIS, l'Institut français des relations internationales. Ailleurs, il y a une triple première à ce sommet de Bruxelles. Pour la première fois, les 27 se retrouvent depuis la prestation de serment de Donald Trump. Autre première, le Brexit, il y a 5 ans, a fait partir le Royaume-Uni qui, pour la première fois, participe à cette rencontre. Et puis, il y a une autre première, c'est que cette rencontre est consacrée exclusivement aux questions de défense. Ça veut dire quoi? Tout le monde a peur de Donald Trump? Bonsoir. Oui, effectivement, tout le monde a peur de Donald Trump et ne sait pas comment se comporter face à Donald Trump. Et je pense que l'enjeu est de démontrer que les Européens sont soudés, que l'OTAN est toujours là, que la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN est bien présente. Et peut-être il s'agit aussi d'accorder un peu les violons par rapport aux déclarations disruptives que Donald Trump risque de faire. Ceci dit, c'est pas la première fois qu'il y a un Conseil européen exclusivement destiné à la défense. Il y en avait eu un en 2013, il y en a sans doute eu un autre par la suite. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce Conseil européen, c'est le fait que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de se retirer dans un château pour discuter un peu au calme et informellement, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils sont en désaccord et on voit bien qu'il y a une volonté de trouver des compromis par rapport à ces sujets où ils sont en désaccord. Quel compromis, par exemple? Mais il s'agit surtout de comprendre comment financer la défense européenne, où trouver l'argent également. Est-ce qu'il faut financer des projets industriels européens ou pas? Est-ce qu'il faut lever la dette au niveau de l'Union européenne pour financer la défense? Et comment faut-il s'accorder par rapport aux demandes de Donald Trump d'augmenter les budgets de défense jusqu'à 5%, 5% du PIB, ce que les pays européens, la plupart des pays européens, presque tous, je dirais, à part certains, ne peuvent absolument pas faire. Voilà, il y a tous ces enjeux qui sont en discussion actuellement. Alors justement, j'aimerais qu'on regarde quelques chiffres, puisque vous avez parlé de ces fameux 5%. Pour l'heure, l'Allemagne, c'est 15,88%, tout comme les États-Unis. Alors les États-Unis, c'était beaucoup plus avant. Ça a baissé. La France, vous le voyez, un peu plus de 10%, un peu plus de 8,5% pour l'Italie, et tout comme l'Espagne. Alors ça, me direz-vous, c'est normal, hein, c'est en fonction et au prorata des PIB de chaque pays. Mais ça, c'est valable pour 2023-2024. Qu'en est-il pour 2025-2026? Est-ce que ça va baisser côté américain? Bon, ça dépend des accords qui seront trouvés dans le cadre de l'OTAN, certainement pas dans le cadre de l'Union européenne. Il faut dire que les chiffres que vous avez vus là, ce sont les chiffres qui sont donnés pour le financement des institutions de l'Alliance Atlantique. Alors que Donald Trump, lui, réclame que les pays européens dépensent plus pour leur défense, pour qu'ils ne reposent plus sur les garanties sécuritaires américaines. Et il sous-entend aussi qu'il voudrait qu'on dépense plus, nous les Européens, en finançant notamment, en achetant notamment des armes américaines. Alors vous aurez constaté que les financements sont calculés à l'OTAN, sont calculés sur la base des PIB, mais pas complètement, parce que les États-Unis dépensent moins par rapport, par exemple, à un pays comme l'Allemagne, en termes de rapport par rapport au PIB, et que donc ces financements qui sont fournis directement par les États membres de l'OTAN sont beaucoup plus équilibrés que Donald Trump le laisse entendre lorsqu'il fait ses déclarations sur les questions sécuritaires européennes. Alors il y a la question de l'argent, mais pas seulement, il y a une question éminemment politique. L'Europe et les 27 sont-ils vraiment prêts à prendre plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis, comme le voulait par exemple jadis, pour ne citer que la France, le général de Gaulle? À mon sens, pas tous. Certains le sont, surtout la France qui pousse pour ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne, qui veut dire être en mesure concrètement de faire la guerre, de mener la guerre sans dépendre d'un tiers. La France le souhaite, certains pays reconnaissent que c'est nécessaire, mais on voit bien que psychologiquement ils sont pas prêts. Certains pays, y compris l'Allemagne et surtout la Pologne, les pays baltes, continuent à considérer que les États-Unis sont leur garantie sécuritaire ultime et donc veulent caresser les Américains dans le sens du poil et sont un peu réticents à l'idée de renforcer une défense européenne qui pourrait être perçue comme une alternative à l'OTAN. La question se pose, est-ce que les garanties sécuritaires américaines via l'OTAN sont toujours d'actualité? C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on n'a jamais vraiment compris la différence profonde. C'est un serpent de mer, la défense européenne. Ça fait 50 ans que ça dure. Puisqu'il y a l'OTAN, certains disent, puisqu'il y a l'Alliance Atlantique, pourquoi parler de défense européenne commune?
Eh bien, on a commencé à parler de défense européenne commune et de développer une politique au niveau de l'Union européenne depuis qu'on s'est rendu compte que les États-Unis n'étaient plus intéressés au théâtre européen, ou du moins étaient moins intéressés au théâtre européen que dans le passé. Et ça s'est produit pendant les guerres balkaniques dans les années 90. Dans les années 90, les Européens n'étaient pas capables tout seuls de stabiliser les Balkans, d'intervenir. Ils avaient besoin des Américains et les Américains ne voulaient pas parce qu'ils considéraient que la guerre en ex-Yougoslavie n'était pas stratégique pour eux. C'était devenu une région périphérique, la Russie n'était plus une menace. Et donc, les Européens ont décidé de développer cette défense commune pour apprendre à agir sans les Européens. Donc, ça date il y a plus de 25 ans. Mais en 25 ans de politique et de tergiversation et d'initiatives de tout genre, force est de constater qu'aujourd'hui, les Européens demeurent dépendants stratégiquement des États-Unis. Alors pour l'ex-Yougoslavie, il y a eu quand même l'intervention de l'OTAN, notamment à Belgrade. Exactement, exactement. L'intervention de l'OTAN, ça veut dire l'intervention des États-Unis, parce que Indirectement. les Européens n'étaient pas capables Mm, d'intervenir seuls et de pacifier mm. cette région du monde qui est à 50 km des côtes italiennes, donc de l'OTAN, sans les Américains. Et les Américains n'étaient pas contents à l'époque d'intervenir, ils ne voulaient pas intervenir. Et c'est pour ça que les Européens ont décidé de développer cette politique de défense commune pour apprendre à gérer certaines crises tout seuls, sans l'intervention des Américains. 25 ans après, ils n'y sont pas encore parvenus. 24 février 2022, Federico Santo Pinto, les troupes russes entraient en Ukraine. Qu'est-ce que cette guerre a changé en matière de défense? On a beaucoup parlé d'un changement de paradigme, notamment concernant l'Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ben, ça a tout changé parce que la guerre d'haute intensité est revenue en Europe comme on l'imaginait plus. La défense européenne dont on a parlé tout à l'heure, c'était organisé surtout dans la tentative de créer une capacité pour les Européens de mener des missions expéditionnaires de gestion des crises dans les Balkans, en Afrique ou dans le voisinage, mais certainement pas de faire face à une guerre d'haute intensité, en plus sur la base de tranchées comme pendant la Première Guerre mondiale, telle qu'on la voit actuellement en Ukraine. En conséquence, les Européens aujourd'hui doivent réinventer leur défense, revenir à une défense territoriale, alors qu'ils avaient développé et conçu des armées surtout pour la projection à l'étranger, et doivent faire monter en puissance leur industrie de défense pour créer de la masse, une quantité de munitions, de chars, de missiles, parce qu'aujourd'hui, dans une guerre à haute intensité, la masse est très importante et on n'a pas une industrie de défense actuellement en mesure de produire suffisamment rapidement s'il devait y avoir une crise majeure qui devait impliquer les pays de l'OTAN. Alors justement, sur ce point précis, on ne voit pas trop la logique. Prenons par exemple les avions de combat. Il y a une forte compétition, une concurrence au sein des 27. Le Gripen suédois de l'entreprise Saab, l'Eurofighter issu du consortium allemand, britannique, espagnol et italien, et puis le Rafale français. Voilà les trois principaux avions de combat européens les plus vendus et utilisés. L'armement, la défense, la guerre, c'est aussi une question de business, d'affaires et d'argent. On voit à nouveau que l'Europe ne fait pas cause commune en la matière. Non, l'Europe ne fait pas cause commune et là tout est l'enjeu. C'est-à-dire il s'agit de créer ce qu'on appelle une base industrielle, technologique et de défense européenne pour éviter qu'il y ait des doublons et plusieurs projets qui se font concurrence entre eux alors que les budgets manquent. Vous avez cité les trois programmes pour des chasseurs européens alors que les Américains ont deux programmes, le F-22 et le F-35. Bon, ils ont aussi le F-118, mais c'est un très vieux programme. On peut citer aussi de nombreux programmes que les Européens ont en matière navale ou dans les chars. Et il s'agit donc d'essayer de coordonner et d'avoir moins de programmes qui ne se fassent pas concurrence, notamment parce que les budgets manquent. Donc il s'agit en quelque sorte de consolider la base industrielle et technologique européenne et de faire en sorte que les industries aient une dimension européenne et continentale et ne soient pas confinées uniquement dans leur pays parce qu'elles ne pourront pas faire face aux besoins, à la production de masse qui est nécessaire et surtout elles ne seront pas concurrentielles vis-à-vis des grosses entreprises américaines et maintenant également chinoises, voire même indiennes demain. Alors, on a parlé de Donald Trump, de l'OTAN, de Vladimir Poutine, de l'Union européenne. On n'a pas encore parlé du Royaume-Uni. Quelle est la stratégie britannique? Les Britanniques sont-ils avec l'Europe ou sont-ils avec les États-Unis? C'est une très bonne question à laquelle personne n'a pu répondre jusqu'à présent. On pourrait dire que le gouvernement actuel laboriste est certainement plus favorable à l'Europe, mais il faut comprendre aussi que les États-Unis sont imbriqués d'un point de vue politique et industriel avec les Américains. Ils ont des systèmes d'armes extrêmement interdépendants les uns des autres et il est fort difficile pour les Britanniques d'être associés au programme de développement industriel européen ou du moins de l'Union européenne parce que leur industrie est liée à celle des Américains,
l'objectif des Européens est justement de développer une industrie de défense qui soit moins liée à l'industrie américaine pour être plus autonome stratégiquement. Donc, malgré le fait que certainement les Britanniques vont essayer de se rapprocher d'une manière ou d'une autre des Européens, ils restent structurellement liés aux Américains et il est fort probable qu'ils le resteront dans le futur également. Federico Santopinto, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup pour votre éclairage ce soir en direct de Bruxelles, en Belgique. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sommet consacré à la défense tripartite, donc entre le Royaume-Uni, l'Union européenne et l'Alliance Atlantique.